Le silence. Ah, ce silence. Ce n'était pas le doux murmure de la nuit qui berce l'âme fatiguée après une longue journée de labeur, ni le calme apaisant d'une bibliothèque où les pensées s'épanouissent librement, invitant à la contemplation. Non, ce silence-là était une entité à part entière, une présence palpable, un vide glacial qui s'était insinué insidieusement, puis solidifié, entre mon fils et moi. Il pesait plus lourd que le poids de l'univers entier, plus oppressant que le fardeau cumulé de toutes les peines et de toutes les désillusions du monde. Un poids qui écrasait mon cœur. Il résonnait dans chaque recoin de notre petit appartement parisien, autrefois si rempli de vie, de rires francs, de l'écho joyeux de nos conversations animées et de nos confidences partagées. Il y a quelques mois à peine, nos rires emplissaient cette cuisine modeste, aux murs jaunis par le temps mais toujours chaleureuse, imprégnée des effluves réconfortants de café fraîchement moulu et des arômes simples de nos repas quotidiens, préparés avec amour. Nos conversations s'étiraient tard dans la nuit, des heures durant, parfois jusqu'à l'aube naissante, tissant la toile complexe et précieuse de nos vies simples, souvent difficiles, marquées par les privations, les sacrifices constants, les compromis douloureux, mais toujours riches d'une affection indéfectible, d'une complicité que je croyais gravée dans le marbre de l'éternité. Marc, mon fils unique, était bien plus qu'un enfant pour moi. Il était ma fierté la plus profonde, la lumière de mes yeux, l'étoile scintillante qui guidait mes jours les plus sombres, le sens même, la quintessence de mon existence. Nous avions traversé tant d'épreuves ensemble, main dans la main, nos doigts entrelacés face aux tempêtes de la vie, au coup du destin depuis le départ prématuré de sa mère, emportée trop tôt par une maladie implacable, laissant derrière elle un vide immense, une absence déchirante que seul son sourire, la lumière de ses yeux, parvenait à combler, à atténuer, à rendre supportable. J'avais sacrifié chaque once de mon énergie, chaque fibre de mon être, chaque rêve personnel que j'avais pu caresser en secret, chaque ambition que j'avais pu nourrir au fond de mon cœur, pour qu'il ne manque de rien, absolument rien, pour qu'il ait toutes les chances que la vie, si cruelle et injuste parfois, ne m'avait pas offertes, me les ayant refusées avec une froideur implacable et une indifférence totale. Je me souviens encore avec une tendresse infinie, une nostalgie poignante qui me serrait la gorge, de ses yeux brillants d'admiration quand, enfant, il me voyait réparer quelque chose de cassé avec mes mains d'ouvrier, des mains calleuses mais habiles, capables de tout remettre en état, ou quand je lui racontais des histoires inventées de toutes pièces pour le faire rire aux éclats, des contes de chevaliers courageux et de dragons majestueux qui peuplaient ses rêves d'enfant, des récits épiques qui le transportaient loin de notre quotidien souvent morne. Il était tout pour moi, mon ancrage solide dans un monde en perpétuel mouvement, ma raison d'être, le souffle même de ma vie, l'air que je respirais à chaque instant. Chaque matin, en me levant avant l'aube pour aller travailler, pour affronter la dureté du labeur quotidien, c'était son sourire endormi, sa présence rassurante, son simple fait d'exister, qui me donnèrent la force inépuisable d'affronter le quotidien, ses défis incessants, ses déceptions parfois amères, ses injustices flagrantes. Puis, la nouvelle est tombée. Elle est arrivée sans crier gare, comme un éclair aveuglant dans un ciel serein, un coup de tonnerre inattendu qui a fait trembler les fondations de notre modeste univers, le bouleversant à jamais, le transformant radicalement, le réduisant en miettes. Marc avait gagné. Le gros lot. Une somme astronomique, vertigineuse, presque irréelle dans sa démesure, qui le propulsait du jour au lendemain dans un monde que nous ne connaissions que par les magazines glacés, aux pages brillantes et inaccessibles, les films hollywoodiens aux scénarios invraisemblables, les récits lointains et inaccessibles des contes de fées modernes, des légendes urbaines qui semblaient si lointaines, des millions d'euros. Mon cœur a d'abord explosé de joie, une joie pure, désintéressée, presque enfantine dans sa simplicité et son innocence. Mon fils. Enfin, la vie allait lui sourire de toutes ses dents, lui ouvrir ses bras, lui offrir toutes les opportunités inimaginables. Il pourrait réaliser tous ses rêves les plus fous, les plus audacieux, ceux que nous avions si souvent partagés lors de nos longues discussions nocturnes, assis à la table de la cuisine, sous la faible lumière de la lampe, ceux que la précarité, la dure réalité de notre condition,
nous avait toujours empêchés d'atteindre, de concrétiser, de toucher du doigt, de vivre pleinement. Je l'imaginais déjà, libre comme l'air, sans contrainte, épanoui, enfin débarrassé des soucis financiers qui nous avaient tant pesé, qui avaient été le fil conducteur de tant de nos angoisses silencieuses, de nos nuits blanches, de nos soupirs étouffés par la peur du lendemain. J'ai couru vers lui, les bras grands ouverts, mon corps tout entier tendu vers lui, le visage inondé de larmes de bonheur, des larmes salées et chaudes qui coulaient, sans retenue sur mes joues, ridées par le temps et le travail, des larmes de soulagement et de gratitude infinie. Je voulais le serrer fort, le presser contre moi, sentir son corps contre le mien, partager cette euphorie contagieuse, cette victoire éclatante qui était aussi un peu la nôtre, le fruit de nos années de labeur acharné et d'un espoir jamais éteint, jamais, pas une seule seconde, pas un seul instant. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Pas du tout. La réalité, brutale et cinglante, m'a frappé de plein fouet, me laissant sans voix, le souffle coupé, l'esprit engourdi par la stupeur, son regard. C'est la première chose qui m'a transpercé, qui a gelé le sang dans mes veines, qui a éteint la flamme de la joie dans mes yeux, la remplaçant par une angoisse glaciale, une peur sourde, un regard étranger, froid, distant, presque vide, d'émotions dénuées de toute reconnaissance, de toute affection, de toute humanité, comme si je n'étais plus qu'une ombre indistincte, un vestige gênant d'une vie qu'il s'apprêtait à effacer, à reléguer aux oubliettes de son passé, à renier sans scrupule, sans la moindre hésitation. Il a reculé d'un pas, évitant mon étreinte avec une répulsion à peine voilée, une expression de gêne profonde, presque de dégoût, se dessinant sur son visage, déformant ses traits que je connaissais par cœur, chaque ride, chaque expression, chaque nuance. « Papa, s'il te plaît, pas de scène. » Sa voix était plate, monocorde, dénuée de toute émotion, de toute chaleur, de toute trace de l'affection que je lui avais toujours connue, que j'avais toujours ressentie de sa part, que j'avais chéri plus que tout. Mon cœur s'est serré, un étau invisible le comprimant, le broyant, le réduisant en miettes, le transformant en poussière, en cendres. J'ai essayé de comprendre, de rationaliser cette réaction inattendue, cette froideur soudaine, cette cruauté inouïe. Le choc, peut-être, l'immensité de la somme, la violence du changement qui s'opérait en lui, le transformant en un étranger, un inconnu. Je lui ai parlé de nos projets, de ce que nous pourrions faire ensemble, de la petite maison à la campagne dont nous avions toujours rêvé, avec un jardin fleuri et des arbres fruitiers, des voyages lointains que nous n'avions jamais pu nous offrir, des horizons nouveaux à explorer, des aventures à vivre, des souvenirs à créer, des moments à partager. Il m'a coupé net, ces mots tombant comme des couperets, froids et acérés, me transperçant l'âme. Papa, je n'ai pas besoin de tes conseils, ni de tes rêves. Ma vie est sur le point de changer, radicalement, et tu n'en fais pas partie. Ces mots, ils ont résonné dans le silence assourdissant de la cuisine, un écho douloureux qui se répercutait dans chaque fibre de mon être, chaque cellule de mon corps. Plus tranchant que n'importe quelle lame affûtée, plus destructeur que n'importe quelle explosion, plus dévastateur que n'importe quelle catastrophe naturelle, ils ont anéanti mon monde, le réduisant en poussière. Ils ont percé mon âme, laissant une plaie béante, une blessure qui ne se refermerait jamais, une cicatrice indélébile, une marque éternelle de sa trahison. Je n'en faisais pas partie. Moi, son père, celui qui l'avait élevé seul, qui avait veillé sur lui nuit et jour, qui avait tout donné sans compter, sans jamais demander de retour, sans jamais attendre la moindre reconnaissance, le moindre merci, le moindre signe d'affection. J'étais devenu un fardeau encombrant, une relique poussiéreuse d'un passé qu'il voulait manifestement oublier, effacer de sa mémoire, renier sans scrupule, sans la moindre hésitation, sans la moindre pitié. Il a tourné les talons, sans un regard en arrière, sans un mot de plus, sans un geste d'adieu, me laissant seul, debout au milieu de la pièce, le cœur en miettes, l'âme en lambeaux, le corps tremblant, les larmes aux yeux, le souffle court. Les jours qui ont suivi ont été un supplice insoutenable, une torture psychologique
Une descente aux enfers de la solitude. De la solitude. Marc a déménagé, sans un mot, sans un adieu, sans même un coup de fil, sans la moindre explication, sans la moindre considération pour mes sentiments. Il a coupé les ponts, changé de numéro de téléphone, disparu de ma vie comme s'il n'avait jamais existé. Comme si nos 25 années de vie commune, nos souvenirs partagés, nos rires, nos larmes, nos confidences, n'avaient été qu'un rêve lointain, une illusion cruelle et éphémère. Les rares nouvelles que j'avais venaient des journaux People, des magazines à scandale au titre racoleur, des photos de lui dans des soirées mondaines, des galas de charité, entourés de mannequins aux sourires figés et de voitures de luxe rutilantes, des yachts démesurés, des jets privés, des villas somptueuses. Il était devenu un autre homme, un étranger, un inconnu, une caricature de lui-même, dénué de toute substance. Le Marc que je connaissais, mon fils, ma chair, mon sang, avait été englouti par l'argent, par cette nouvelle identité qu'il s'était forgée, une identité vide de sens, dénuée de toute humanité, de toute âme, de toute substance véritable. Je me suis accroché à l'espoir, à l'idée folle, presque absurde, que ce n'était qu'une phase passagère, une réaction excessive à un changement de vie si brutal, si inattendu, si démesuré, si violent. Je me suis dit qu'il reviendrait, qu'il se rendrait compte de son erreur, que l'amour filial, ce lien indéfectible qui nous unissait, finirait par triompher de cette folie passagère, de cette aberration, de cette amnésie soudaine, de cette ingratitude flagrante. Mais les semaines sont devenues des mois interminables, des éternités de souffrance, et le silence s'est fait plus profond, plus lourd, plus insupportable, écrasant mon esprit, étouffant mon cœur, me privant d'air, me laissant pantelant. Chaque matin, je me réveillais avec cette douleur lancinante au creux de l'estomac, cette sensation d'avoir été trahi, abandonné, jeté comme un vulgaire objet dont on n'a plus l'utilité, sans la moindre considération, sans le moindre égard. J'avais tout donné, et il m'avait jeté comme un vieux jouet usé, bon à jeter à la poubelle, sans le moindre remords, sans la moindre pitié, sans la moindre hésitation. La solitude est devenue ma compagne fidèle, une ombre constante qui me suivait partout, dans chaque pièce de la maison, dans chaque recoin de mon esprit, dans chaque pensée, dans chaque rêve, me hantant. Je me sentais vide, dépossédé de ma raison d'être, de mon identité même, de mon rôle de père, de ma dignité, de ma joie de vivre. Mon fils, ma chair, mon sang m'avaient renié. Et pourtant, au fond de moi, une petite voix persistait, une voix ténue mais obstinée, une lueur d'espoir qui refusait de s'éteindre, de disparaître complètement, de s'évanouir dans l'obscurité. Une intuition étrange, une prescience presque mystique, que cette histoire n'était pas terminée, que le dernier chapitre n'avait pas encore été écrit, que le dénouement était encore à venir, inévitable. Le titre de cette histoire, que, vous lisez, n'est pas une coïncidence. Mon fils est devenu millionnaire du jour au lendemain et m'a rejeté. Quelques jours plus tard, il avait plus que jamais besoin de moi. Cette phrase, je l'ai ressentie au plus profond de mon être avant même qu'elle ne devienne réalité, avant même que les événements ne se déroulent, avant même que le destin ne frappe à notre porte. Une lueur d'espoir fragile, ou peut-être une prophétie inéluctable, un destin scellé, une fatalité à laquelle je ne pouvais échapper. Je ne savais pas ce qui allait arriver. Je ne pouvais pas anticiper les tourments à venir, les épreuves qui nous attendaient, les défis à relever. Mais je savais que notre chemin, aussi tortueux, aussi douloureux soit-il, n'était pas encore achevé. J'attendais, avec un mélange d'appréhension et d'un amour inconditionnel qui, malgré tout, malgré la douleur lancinante, malgré le rejet cinglant, malgré l'ingratitude, ne s'était jamais éteint. Jamais. Pas une seule seconde, pas un seul instant. Il brûlait toujours, incandescent au fond de mon cœur de père, une flamme éternelle. Les mois passaient, et la vie de Marc, telle que je l'apercevais à travers les bribes d'informations glanées ici et là, dans les magazines People aux couvertures criardes laissées sur les tables des cafés, ou les reportages télévisés furtivement, aperçus sur les écrans des bars, semblait être une succession ininterrompue de fêtes extravagantes, de voyages luxueux aux quatre coins du monde, de croisières sur des yachts démesurés et d'achats compulsifs démesurés, sans aucune retenue,
Une frénésie de dépenses qui me laissait pantois et incrédule. Il avait acheté un appartement somptueux dans les quartiers chics de Paris, un penthouse avec une vue imprenable sur la tour Eiffel scintillante, un endroit où je n'aurais jamais osé poser le pied, même en rêve. Un monde qui m'était totalement étranger et inaccessible, un symbole de son nouveau statut. Sa nouvelle voiture, une sportive rutilante, aux lignes agressives et au moteur vrombissant, était un symbole criant de cette nouvelle existence, une existence à 1000 lieues de la nôtre, de notre quotidien modeste et laborieux, de nos préoccupations terre à terre, une existence qui me semblait vide de sens et de substance. Il s'était entouré de ce que l'on appelle des amis, des parasites attirés par son argent comme des mouches par le miel, des opportunistes au sourire forcé et au regard calculateur, des gens qui ne voyaient en lui qu'un portefeuille sur pattes, une source inépuisable de plaisirs éphémères et de bénéfices personnels, des gens que je ne connaissais pas, des visages souriants sur les photos, mais dont les yeux trahissaient une avidité que je reconnaissais, moi qui avais passé ma vie à observer les travers humains, les faiblesses des hommes, les pièges de la richesse soudaine et de la superficialité, les dangers de la flatterie. Je voyais Marc, mon fils, se transformer sous mes yeux, devenir une caricature de ce qu'il était, une ombre de lui-même, un étranger, un pantin manipulé par les apparences et les faux-semblants. Son rire, autrefois si franc, si joyeux, si communicatif, sonnait désormais creux, forcé, dénué de toute sincérité, de toute âme, de toute authenticité, un écho lointain de sa véritable personnalité. Ses gestes étaient plus amples, plus démonstratifs, comme s'il jouait un rôle, celui du millionnaire insouciant, du flambeur, du roi du monde, un rôle qu'il ne maîtrisait pas vraiment et qui le dévorait de l'intérieur, le consumant. J'ai essayé de le contacter encore et encore, avec une persévérance que certains auraient jugée vaine, voire insensée, mais qui était pour moi une nécessité vitale, une quête désespérée, une dernière tentative. Des messages laissés sur son ancien répondeur, des appels répétés à son nouveau numéro que j'avais réussi à obtenir par des moyens détournés, des lettres manuscrites, emplies de mon amour et de mon inquiétude, envoyées à son adresse, flambant neuves, des courriers qui restaient sans réponse, perdus dans le vide, ignorés. Tous restaient sans réponse, ou pire, des réponses glaciales, envoyées par son assistant personnel, un homme à la voix monocorde et au ton impersonnel, me demandant de ne plus le déranger, de cesser mes tentatives, de le laisser tranquille, de ne plus interférer dans sa vie. Monsieur Dubois est très occupé, il vous recontactera si nécessaire. Monsieur Dubois, pas Marc, pas mon fils. C'était comme si un mur de verre s'était érigé entre nous, un mur invisible mais infranchissable, une barrière, impénétrable, une prison de silence qui m'étouffait, me privant d'air. Je le voyais, je l'entendais à travers les médias, mais je ne pouvais plus le toucher, plus l'atteindre, plus le ramener à moi, plus le sauver de lui-même, de sa propre folie. La douleur de ce rejet était une blessure ouverte qui ne cicatrisait jamais, qui saignait en permanence, me rongeant de l'intérieur, me consumant à petit feu jour après jour. Chaque fois que je croisais un père et son fils riant ensemble dans la rue, partageant un moment de complicité, chaque fois que j'entendais une conversation familiale animée, pleine de chaleur et d'affection, mon cœur se serrait, se tordait, de douleur, une jalousie amère m'envahissait, une tristesse infinie, un sentiment d'injustice. J'avais l'impression d'avoir échoué, d'avoir fait quelque chose de mal, d'avoir commis une faute impardonnable, même si je ne savais pas quoi, même si je cherchais en vain la raison de cette rupture, de cette trahison, de cette indifférence cruelle. Mes nuits étaient peuplées de cauchemars, de scènes où Marc me rejetait encore et encore, où son visage se déformait en un masque de mépris, où je courais après lui sans jamais l'atteindre, sans jamais pouvoir le rattraper. Mes journées étaient rythmées par l'attente, l'espoir insensé d'un appel, d'un message, d'un signe, d'une simple reconnaissance de mon existence, d'un mot de sa part. Un jour, l'envie, le besoin irrépressible, m'a poussé à oser me rendre devant son immeuble. Juste pour le voir, pour apercevoir son visage, pour m'assurer qu'il allait bien, qu'il était en sécurité, même de loin, même si je devais rester invisible, un simple spectateur, une ombre dans son monde. J'ai attendu des heures, dissimulé dans l'ombre d'un café voisin,
le nez plongé dans un journal que je ne lisais pas, les yeux rivés sur l'entrée, observant les allées et venues des passants, des voitures de luxe qui s'arrêtaient devant l'entrée, des chauffeurs en livrée, des célébrités. Quand il est sorti, il était accompagné d'une femme magnifique, aux allures de star de cinéma, vêtue de vêtements de créateurs, et d'un groupe d'hommes en costume impeccable, au visage fermé, des gardes du corps ou des associés aux airs menaçants, des figures sombres. Il riait fort. Un rire qui ne parvenait pas à mes oreilles, mais que je pouvais imaginer. Un rire qui sonnait faux à mes yeux. Un rire vide de sens, dénué de toute joie véritable. Un rire forcé. Il est monté dans sa voiture, et il est parti, sans même un regard pour le monde extérieur, pour les gens qui l'entouraient, pour moi, pour la vie qu'il avait laissée derrière lui, pour son passé. J'étais là à quelques mètres de lui, un fantôme dans sa nouvelle vie, invisible, insignifiant, un vestige du passé, une relique oubliée, un souvenir lointain. Il ne m'a pas vu. Ou peut-être qu'il ne voulait pas me voir, qu'il avait délibérément choisi de m'ignorer, de m'effacer de son existence, de me rayer de la carte, de me bannir de son esprit. J'ai senti une vague de désespoir m'envahir, une tristesse infinie, une sensation de vide abyssal, une douleur physique qui me tordait les entrailles, me coupant le souffle. Mon fils était perdu. Perdu dans ce monde de paillettes et d'illusions, de faux-semblants et de superficialité, un monde qui allait le dévorer tout cru, sans pitié, sans remords. Pourtant, au fil des semaines, des rumeurs ont commencé à circuler, d'abord discrètes, chuchotées dans les salons feutrés, puis, de plus en plus insistantes, se propageant comme une traînée de poudre atteignant les oreilles les plus éloignées, les plus attentives, des murmures dans les médias, des articles discrets sur des investissements douteux, des partenariats qui tournaient mal, des affaires qui sentaient le soufre, des montages financiers fragiles et illégaux, des escroqueries. Au début, je n'y ai pas prêté attention. Je me suis dit que c'était la jalousie, les ragots habituels qui accompagnent la richesse soudaine, la rançon de la gloire, la face cachée de la célébrité, les inévitables calomnies et médisances. Mais les rumeurs sont devenues plus insistantes, plus précises, plus alarmantes, se transformant en véritables alertes, en signaux d'alarme retentissants. Des photos de Marc, l'air moins insouciant, plus tendu, le visage marqué par l'inquiétude, les traits tirés, le regard fuyant, l'air hagard, des articles parlant de difficultés financières, de mauvais placements, de pertes colossales, de dettes astronomiques, de faillites imminentes, de liquidations judiciaires. Je me suis inquiété. Malgré tout ce qu'il m'avait fait, malgré le rejet brutal, l'amour d'un père ne s'éteint jamais. Il est une flamme qui brûle sans cesse, une force inépuisable, une lumière dans l'obscurité la plus profonde. Je voulais le prévenir, le mettre en garde. Je savais que ce monde était impitoyable, que ses amis disparaîtraient à la première difficulté, comme des rats qui tentent un navire en perdition, le laissant seul face à la tempête, sans aucun soutien, sans la moindre aide. J'avais vu, ça tant de fois dans ma vie, des histoires similaires se dérouler sous mes yeux, des destins brisés par l'argent facile et les illusions éphémères. J'ai essayé de le joindre à nouveau, avec plus d'insistance, avec une urgence nouvelle, une angoisse grandissante, une peur viscérale qui me tordait les entrailles. J'ai même laissé un message vocal le suppliant de me rappeler, de me parler, de me donner signe de vie, de me rassurer, de me dire qu'il allait bien, qu'il était en sécurité. Marc, mon fils, je suis là si tu as besoin, je t'aime. Pas de réponse. Le silence. Toujours le silence, cette chape de plomb qui m'étouffait, qui me privait d'air, qui me rongeait l'âme, me consumant lentement. J'ai compris qu'il devait toucher le fond pour se rendre compte de la vérité, pour ouvrir les yeux sur la réalité, pour voir au-delà des illusions, pour briser le miroir de ses propres mensonges et de son aveuglement. Que tant qu'il serait aveuglé par l'argent et les faux semblants, il ne verrait pas la main tendue, il ne chercherait pas d'aide, il refuserait toute assistance, toute compassion, toute forme de soutien. C'était une torture de le regarder s'enfoncer, de le savoir en danger, sans pouvoir rien faire, impuissant face à sa déchéance, à sa chute inévitable, à son autodestruction programmée. Je me sentais impuissant, déchiré entre la colère et l'inquiétude.
La colère contre son arrogance, son ingratitude, son aveuglement volontaire. L'inquiétude pour son bien-être, pour son avenir, pour sa survie, pour son âme, pour son salut. Éternel. Chaque jour était une attente insoutenable, une angoisse grandissante, une épreuve qui me consumait de l'intérieur, me vidant de toute énergie. Je priais, je suppliais le ciel pour qu'il ouvre les yeux, pour qu'il se souvienne de Moi, de notre lien, de notre passé, de notre amour, de notre famille, de nos racines. Je me sentais comme un veilleur, posté sur une tour, observant l'horizon, attendant le signal qui annoncerait la fin de cette épreuve, la fin de ce cauchemar, le début d'une nouvelle ère, d'une nouvelle chance. Un soir, alors que je regardais les informations télévisées, absorbé par les nouvelles du monde, un flash spécial est apparu à l'écran, interrompant le programme habituel, me tirant de ma torpeur, me glaçant le sang dans les veines. Une affaire de fraude, un scandale financier de grande ampleur, impliquant de grosses sommes d'argent, des noms connus du monde des affaires et de la jet-set, des personnalités influentes et respectées, et le nom de Marc. Mon sang n'a fait qu'un tour, mon cœur a raté un battement, une décharge électrique a parcouru mon corps tout entier. Il était cité. Pas comme le principal coupable, mais comme une victime, un investisseur qui avait perdu des millions dans une escroquerie de grande envergure, un montage financier frauduleux, une pyramide de Ponzi, un piège savamment orchestré et implacable. Les images montraient son appartement, perquisitionné par la police, ses voitures saisies, emmenées par des fourrières, ses biens confisqués, ses rêves brisés, son monde anéanti. Son visage, sur les photos diffusées à l'écran, était méconnaissable. Pâle, les yeux cernés, le regard vide, l'air hagard, défait, anéanti, il n'était plus que l'ombre de lui-même, une coquille vide. Il n'y avait plus aucune trace du millionnaire flamboyant, du jeune homme sûr de lui, arrogant, insouciant, qui avait foulé les tapis rouges. Juste un homme brisé, anéanti, détruit, au bord du gouffre, au bord de la folie. Mon fils. Mon cœur s'est serré. Une douleur aiguë me transperçant la poitrine, me coupant le souffle, me submergeant d'une vague d'émotions contradictoires. La prophétie se réalisait. Il avait tout perdu. Et je savais que maintenant, il serait seul. Tous ses amis s'étaient déjà volatilisés, envolés comme des oiseaux migrateurs à l'approche de l'hiver, disparaissant sans un mot, sans un regard en arrière, sans la moindre considération. La femme magnifique avait disparu, sans laisser de traces, sans un adieu, sans la moindre compassion, sans la moindre pitié. Il ne lui restait rien, sauf moi. La douleur de le voir ainsi, de le savoir dans une telle détresse, était immense, mais elle était mêlée à une étrange sensation de soulagement, une lueur d'espoir qui perçait l'obscurité, une promesse de renouveau. Enfin, il allait peut-être ouvrir les yeux. Enfin, il allait peut-être se souvenir de qui il était vraiment, et de qui j'étais pour lui, de l'amour inconditionnel que je lui portais, de notre lien indéfectible, de notre histoire commune. Je savais que le chemin serait long, que les blessures étaient profondes, qu'il faudrait du temps pour guérir, pour reconstruire, pour panser les plaies de l'âme. Mais j'étais prêt à tout, prêt à affronter n'importe quelle épreuve, n'importe quel défi, n'importe quelle difficulté, car un père ne lâche jamais son enfant, même quand cet enfant le rejette, même quand il le renie, même quand il le blesse profondément, même quand il le trahit, même quand il le déçoit. J'ai pris mon téléphone, la main tremblante, le cœur battant la chamade, une détermination nouvelle m'envahissant, une force inattendue, une énergie insoupçonnée. Je savais qu'il n'avait plus son ancien numéro, qu'il avait tout changé, qu'il était injoignable, inaccessible, coupé du monde. Mais j'avais une adresse, une seule, celle de l'appartement qu'il avait acheté, celle que j'avais mémorisée, gravée dans ma mémoire, comme un dernier recours, une dernière chance. Je me suis dit que je devais y aller, le voir, lui tendre la main, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. C'était mon devoir de père, mon ultime espoir, ma seule raison d'être à cet instant précis, ma mission sacrée. Le lendemain matin, le cœur lourd mais la détermination inébranlable, je me suis rendu à l'adresse de Marc. L'immeuble,
autrefois symbole de sa réussite éclatante, de son ascension sociale fulgurante, de ses rêves démesurés et de son arrogance, semblait désormais porter le poids de sa chute, de sa déchéance, de son échec retentissant et de sa solitude. Les rideaux étaient tirés, les fenêtres sombres, l'entrée lugubre, presque menaçante, comme si elle reflétait l'état d'esprit de son occupant, une âme en peine. J'ai sonné à l'interphone, mon doigt hésitant sur le bouton, le cœur serré par l'appréhension, par la peur de ce que j'allais trouver, de la confrontation. Pas de réponse. J'ai insisté, encore et encore, avec une persévérance dictée par l'amour paternel, par l'instinct qui me poussait vers lui, par l'urgence de la situation. Finalement, une voix faible, à peine audible, rauque, comme celle d'un homme brisé a répondu. Oui, c'était lui. Marc. Sa voix était brisée, méconnaissable, une ombre de celle que j'avais connue, pleine de vie et d'assurance, de confiance. C'est papa. Un long silence pesant, rempli de non-dits, d'émotions contenues, de souvenirs douloureux et de regrets. Puis, un déclic. La porte s'est ouverte, un grincement lugubre résonnant dans le hall vide et sombre. Je suis monté, les escaliers, chaque marche me rapprochant de l'inconnu, de ce que j'allais découvrir, de la vérité de sa détresse, de l'étendue de sa souffrance. Quand il a ouvert la porte de son appartement, j'ai eu un choc. Le Marc que j'avais connu, le millionnaire arrogant, le flambeur insouciant, le jeune homme rayonnant de confiance et de succès, avait disparu. Devant moi se tenait un homme amaigri, le visage creusé, les yeux rouges et cernés par les nuits sans sommeil, les cheveux en bataille, le corps voûté, vêtu d'un vieux jogging froissé, taché, comme s'il avait passé des jours sans se soucier de lui-même, sans prendre soin de son apparence. L'appartement était en désordre, des cartons empilés dans les coins, des meubles recouverts de draps, des bouteilles vides traînant sur la table basse, des restes de repas froids et oubliés. Il n'y avait plus de traces de luxe, juste le chaos, d'une vie qui s'était effondrée, d'un rêve brisé, d'une existence en ruine, d'un monde anéanti. Il m'a regardé, ses yeux remplis de honte, de désespoir, de culpabilité, de remords, de tristesse. Papa, je suis désolé. Sa voix s'est brisée, étouffée par l'émotion, par les sanglots qui montaient, par le poids de ses fautes. Il a fondu en larmes, des sanglots profonds qui secouaient tout son corps, des larmes de soulagement et de douleur mêlées, des larmes de repentance et de libération. Je n'ai pas hésité une seule seconde. J'ai ouvert mes bras, et, pour la première fois depuis des mois, depuis cette terrible rupture, depuis ce rejet si douloureux, il s'est jeté dedans. Je l'ai serré fort, sentant son corps trembler contre le mien, sa tête reposée sur mon épaule, ses larmes mouillant ma chemise. Mais peu importait. C'était mon fils, mon Marc, celui que j'avais toujours connu, malgré la carapace qu'il s'était forgée, malgré les illusions qu'il avait poursuivies, malgré les erreurs qu'il avait commises. Malgré tout, les mots n'étaient pas nécessaires à cet instant précis. Juste la présence, le contact, la chaleur d'un amour inconditionnel, d'un pardon silencieux, d'une acceptation totale, d'une compassion infinie. Nous sommes restés là, au milieu, du salon vide pendant de longues minutes, le temps s'étant suspendu, figé dans cette étreinte salvatrice, réparatrice. Quand il s'est calmé, il m'a raconté tout, les investissements hasardeux, les promesses mirobolantes de gains faciles, les amis qu'il avait flattés et manipulés, le vide abyssal de cette vie superficielle, dénuée de sens, de valeur, de toute substance véritable. Il avait tout perdu. Son argent, ses biens, sa réputation, son honneur, sa dignité, son estime de soi. Et le pire, c'était la solitude. L'abandon de tous ceux qui l'avaient encensé, qui l'avaient utilisé, qui l'avaient trahi sans scrupule, sans la moindre hésitation. Je ne sais pas quoi faire, papa. Je n'ai plus rien. Je suis ruiné. Je suis un échec. Je n'ai plus de futur. Je suis perdu. Sa voix était un murmure désespéré, empli d'une détresse profonde, d'une résignation amère, d'une douleur palpable. J'ai posé ma main sur son épaule, un geste réconfortant, un signe de mon soutien inconditionnel, de ma présence. Tu n'as pas rien, Marc. Tu m'as.
Et tu as toi-même. C'est le plus important. C'est le point de départ de toute reconstruction, de toute nouvelle vie. Je lui ai proposé de venir vivre avec moi, dans notre petit appartement, celui qu'il avait quitté avec tant de dédain, avec tant d'arrogance, avec tant de mépris. Il a hésité. La fierté sans doute, le poids de son arrogance passée, la honte de revenir en arrière, de faire face à la réalité. Mais il n'avait nulle part où aller, aucune autre option, aucune échappatoire, aucune porte de sortie. Il a accepté. Ce fut le début d'un long processus de reconstruction, d'une lente remontée à la surface, d'une renaissance progressive. Les premiers jours ont été difficiles. Marc était abattu, honteux, accablé par le remords, par le poids de ses erreurs, par la culpabilité. Il se cachait, évitait mon regard, fuyait la lumière, se terrait dans l'obscurité de sa culpabilité et de sa souffrance. Je l'ai laissé faire, lui donnant l'espace dont il avait besoin pour panser ses plaies, pour digérer le choc, pour accepter sa nouvelle réalité, mais lui montrant ma présence constante, mon soutien indéfectible, ma patience infinie, mon amour inconditionnel. Je lui préparais ses repas préférés. Je lui parlais de choses simples, de la vie du quartier, des nouvelles du monde, des sujets anodins pour le ramener à la réalité, pour l'ancrer dans le présent, pour le distraire de ses pensées sombres. Petit à petit, il a commencé à se rouvrir, à sortir de sa coquille, à retrouver un peu de couleur, un peu de vie, un peu d'espoir. Nous avons passé des heures à discuter, à revenir sur le passé, à démêler les fils de cette histoire complexe, à comprendre les mécanismes de sa chute, les raisons de son aveuglement. Il a exprimé ses regrets, sa culpabilité d'avoir été si cruel, si ingrat, si aveugle, si égoïste, si déraisonnable. Si, je me suis laissé aveugler, papa. J'ai cru que l'argent me rendrait heureux, que je n'aurais plus besoin de personne. J'ai oublié d'où je venais et qui tu étais pour moi. J'ai tout gâché. J'ai tout détruit. J'ai tout perdu. Ces mots étaient sincères, emplis d'une humilité nouvelle, d'une vulnérabilité touchante, d'une sincérité désarmante qui me serrait le cœur. Je l'ai écouté, sans jugement, sans reproche, sans la moindre amertume, sans la moindre rancœur, sans la moindre accusation. Je lui ai dit que je comprenais, que l'erreur était humaine, et que le plus important était d'apprendre de ses fautes, de se relever, de se pardonner à soi-même, de regarder vers l'avenir. Je lui ai rappelé que l'amour d'un père n'est pas conditionnel, qu'il est toujours là, même dans les moments les plus sombres, même après les pires trahisons, même après les plus grandes déceptions, il demeure. Nous avons commencé à chercher des solutions. Il n'avait plus d'argent, mais il avait des compétences, des talents, une intelligence vive, une capacité d'apprentissage rapide. Il était intelligent, travailleur, persévérant, capable de se surpasser, de relever des défis. Nous avons mis de côté la honte, la peur du jugement des autres, les regards curieux, les murmures. Il a commencé à chercher un emploi, n'importe quel emploi, pour reprendre pied, pour retrouver sa dignité, pour se prouver à lui-même qu'il était capable de se reconstruire par ses propres moyens. Ce n'était pas facile. Les portes se fermaient, souvent à cause de son passé récent, de son nom associé au scandale, des préjugés tenaces, mais il a persévéré, avec une force nouvelle, une détermination farouche, une volonté de faire qui m'impressionnait. Et je l'ai soutenu, chaque jour, à chaque étape, à chaque entretien, à chaque échec. Je l'ai aidé à rédiger son CV, à préparer ses entretiens d'embauche, à surmonter ses doutes, ses peurs, ses angoisses. Je l'ai encouragé quand il était découragé, quand il voulait tout abandonner, quand il perdait espoir, quand il se sentait au plus bas. Je lui ai rappelé sa valeur, sa force intérieure, sa capacité à rebondir, à se réinventer, à transformer l'échec en opportunité. Un jour, il a trouvé un poste, un petit emploi, bien loin du faste de sa vie de millionnaire, bien loin des paillettes, des yachts et des jets privés, mais un début, une première victoire, un pas vers la rédemption, vers une vie plus saine. Il est rentré ce soir-là, les yeux brillants, non pas de l'éclat de l'argent, mais de la lumière, de la dignité retrouvée, de la satisfaction du travail accompli, de la fierté d'avoir réussi par lui-même, sans aide extérieure. Il m'a serré dans ses bras,
Un geste rempli de gratitude, d'amour, de reconnaissance, de tendresse. Merci, papa. Sans toi, je n'y serais jamais arrivé. Tu m'as sauvé. Tu m'as donné une seconde chance. Tu as cru en moi. Ces mots valaient plus que tous les millions du monde. Ils étaient la preuve que mon fils était revenu, que le vrai Marc, celui que j'aimais, était de nouveau là, enfin, pour de bon, pour toujours. Le chemin est encore long. Il y a des dettes à rembourser, une réputation à reconstruire, des blessures à penser, des cicatrices à accepter, des leçons à intégrer. Mais nous le faisons ensemble. En tant que père et fils, notre relation est plus forte que jamais, forgée dans l'adversité, renforcée par les épreuves, purifiée par la douleur et la compréhension mutuelle. Il a appris la valeur de l'humilité, de la persévérance, de la résilience et surtout, la valeur des vraies relations humaines, de l'amour inconditionnel, de la famille, de l'amitié sincère. Il a compris que l'argent ne fait pas le bonheur et qu'il ne remplace jamais l'amour et le soutien d'une famille, d'un père, d'un être cher, d'une communauté. Et moi, j'ai appris que l'amour d'un père est une force inépuisable, capable de pardonner l'impardonnable et de reconstruire ceux qui semblaient détruits, de guérir les plaies les plus profondes, de transformer la tragédie en espoir, le désespoir en force. Nous avons retrouvé nos rires, nos conversations tardives, nos confidences, nos moments de complicité, nos rituels quotidiens. La petite cuisine parisienne est de nouveau remplie de vie, de chaleur, de bonheur simple, de sérénité, de paix. Le silence assourdissant a laissé place à la mélodie de la réconciliation, au doux murmure de l'affection retrouvée, au chant de l'espoir qui renaît. Et je sais que, quoi qu'il arrive, nous affronterons l'avenir ensemble, main dans la main, comme nous l'avons toujours fait, comme une véritable famille, unie et forte. Car c'est ça, la vraie richesse, la seule qui compte vraiment, la seule qui demeure éternellement.